Bonjour. Alors, le captage et le stockage de CO2, c'est un puits de carbone dont on entend assez peu parler, mais qui peut jouer un rôle très important. Le projet de stratégie nationale bas carbone révisé, qui est en cours de consultation, a mis l'accent sur l'objectif de neutralité carbone et sur le fait qu'à l'horizon 2050, il y a un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre qui paraissent incompressibles, même avec tous les efforts de réduction qu'on pourra mettre en œuvre. Et donc, elles devront être compensées par des puits de carbone. Il y a les forêts, les sols, qui sont un puits de carbone important, mais il y a aussi une option technologique qui est le captage et le stockage de CO2, dont il est dit dans cette stratégie qu'en France, en 2050, elle permettrait d'éviter environ 16 millions de tonnes de CO2 par an. 6 millions de tonnes pour éviter les rejets de CO2 des industries et 10 millions de tonnes quand le captage de stockage de CO2 est couplé à la biomasse énergie. Alors, la principale cause du réchauffement climatique, c'est qu'on a déstocké du carbone du sous-sol, le carbone fossile, le charbon, le pétrole et le gaz. Et quand on le brûle pour faire de l'énergie, ça produit du CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Alors, il y a des puits naturels qui sont l'océan et la végétation et les sols qui en absorbent la moitié, mais l'autre moitié s'accumule dans l'atmosphère, d'où le changement climatique. Du coup, l'idée, c'est de renvoyer le carbone dans le sous-sol, qui est une boucle vertueuse pour l'environnement et le climat. Et l'on sait que ça peut être possible, parce que dans le sous-sol de nombreux pays, dont en France, il existe des gisements naturels de CO2, des stockages naturels. Par exemple, dans la province carbogazeuse française, dans le sud-est de la France, qui est riche en CO2, qui provient en fait, qui remonte du manteau de la Terre vers la surface, qui se mélange parfois aux eaux. C'est pour ça qu'on a nos eaux carbogazeuses bien connues, Perrier, Badois, Vichy. Et parfois, ce CO2 a pu s'accumuler sous une couche argileuse imperméable pour former des véritables gisements de CO2 qu'on a trouvé en fait dans les années 60 en cherchant du pétrole et du gaz. Les campagnes sismiques ont pensé en avoir trouvé, et quand on a foré, le fluide, c'était du CO2 pur. Alors, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de capter le CO2 d'installations industrielles et de le transporter jusqu'à un lieu de stockage dans le sous-sol. C'est ce qu'on appelle le CCS en anglais ou CSC. Et depuis peu, on adjoint aussi une étape de valorisation d'une partie du CO2 qu'on a capté, sachant que la valorisation pour transformer le CO2 en d'autres produits, par exemple, a des capacités limitées et c'est assez infime par rapport à tout le CO2 qu'on émet. Alors, ce stockage de CO2 dans le sous-sol va permettre de réduire massivement les émissions de CO2 des industries avant qu'ils soient rejetés dans l'atmosphère. Donc, il y a les aciéries, cimenteries, incinérateurs de déchets, raffineries, etc. Centrales aussi, charbon, gaz. Et permettre aussi de retirer de CO2 de l'atmosphère si on fait du captage et du stockage de CO2, par exemple, sur une centrale biomasse. Ou si on imagine capter le CO2 directement de l'atmosphère. Alors, à quoi ressemble le sous-sol sous nos pieds? On a une succession de couches géologiques poreuses et perméables qui sont en bleu et qui contiennent en général de l'eau, et de couches imperméables argileuses. Donc, l'idée, c'est d'injecter le CO2 au-delà d'1 kilomètre de profondeur dans un aquifère salin profond, une roche poreuse remplie d'eau salée, comme un grès ou un calcaire, et le CO2 est piégé en fait entre les grains des roches, dans la porosité de la roche. Parfois, ces aquifères salins profonds contiennent du pétrole ou du gaz naturel au lieu d'eau salée, et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir stocker le CO2 dans des gisements épuisés de pétrole ou de gaz. Je vais vous montrer la vidéo d'un projet écossais en préparation qui prévoit de stocker de CO2 produit par différentes industries au nord de l'Écosse dans le sous-sol de la mer du Nord. C'est très rapide,
Et vous allez voir le processus qui montre en jaune dans la mer du Nord les couches géologiques profondes où on pourrait stocker du CO2, et notamment il y en a une au large de l'Écosse, où le CO2 qui est capté de centrales électriques ou de différents types d'industries est ensuite transporté par pipeline jusqu'à une plateforme en mer où il va être injecté très profondément dans le sous-sol, dans une formation graiseuse. Voilà, on atteint dans ce cas-là 2,4 km de profondeur. Le CO2 est injecté. Alors vous voyez que c'est très profond. Et il y a beaucoup d'écrans au-dessus qui assurent aussi préviennent toute remontée du CO2. Et le CO2 est injecté, il est en fait sous forme très dense, il n'est plus un gaz à ces profondeurs, il est comme un liquide qui imprègne les pores des roches et qui est après bloqué au-dessus par la couverture argileuse imperméable qui fait piège. Il y a même plusieurs pièges successifs au-dessus. Alors, les enjeux du stockage, c'est de piéger le CO2 au moins 1000 ans pour faire face à l'enjeu mondial climatique. Mais il y a aussi un enjeu local qui est d'assurer la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement. Donc c'est pour ça que chaque site de stockage sera particulier, car ça dépend de la géologie locale et du contexte socio-économique et de l'environnement local. Des approches sur mesure doivent être proposées. Et il faut, pour s'assurer que le stockage soit fait en toute sécurité, il y a depuis déjà presque 30 ans qu'on travaille pour le développement de cette technologie. Il y a toutes des lignes de conduite qui ont été établies et qui sont acceptées mondialement par la communauté internationale. Déjà, il faut choisir un site adéquat. On ne pourra pas stocker n'importe où. Il faut que les caractéristiques géologiques s'y prêtent et bien caractériser le site. Après, il faut faire une évaluation appropriée du risque. Est-ce que le CO2 pourrait fuir? Comment? Est-ce qu'il pourrait induire des mouvements du sol, des séismes? Puis, il faut aussi mener les opérations d'injection et de fermeture du site correctement. Notamment, il faut contrôler la composition du gaz qui est injecté, il faut contrôler la pression, c'est un paramètre très important. Il faut s'assurer que les modélisations qu'on fait pour simuler le comportement du stockage soient cohérents avec les mesures qui sont effectuées, sinon il faut prendre des mesures correctives, et il faudra bien boucher les puits à la fin du stockage. Il faut bien sûr aussi surveiller le stockage à toutes les étapes de l'injection, mais aussi après l'arrêt de l'injection, pour bien comprendre où migre le CO2, voir si la couverture argileuse imperméable est bien étanche. Est-ce que les puits aussi sont étanches et ne risquent pas de conduire à relarguer du CO2? Il faut surveiller la nappe phréatique qui alimente en eau potable les populations et surveiller aussi le sol, le plancher marin et les écosystèmes pour voir qu'il n'y ait pas d'impact. Donc beaucoup d'outils et de méthodologies ont déjà été élaborés. Il existe une directive européenne sur le stockage géologique de CO2 qui a été transposée en droit français. Il y a aussi des normes ISO internationales qui sont presque finalisées. Donc, les lignes de conduite pour assurer la sécurité des stockages sont claires. Alors, est-ce que ça a déjà lieu? En fait, oui. Il y a déjà 19 opérations dans le monde où cette technologie est déployée à l'échelle industrielle. Chacune stockant 1 million de tonnes de CO2 par an dans le sous-sol profond. Les deux premières, ça a été en Norvège, sous le sous-sol de la mer du Nord, enfin pour des fins purement climatiques. Mais vous voyez qu'il y a des projets qui sont à la fois offshore sous la mer ou sur les continents, et que tous les grands pays se sont mis à développer cette technologie. À la fois pour réduire les émissions de CO2 des centrales électriques à gaz, à charbon, mais aussi pour l'industrie, sur des cimenteries, sidérurgie, production d'éthanol, etc. Mais les efforts de recherche sont toujours nécessaires parce qu'il faut réduire les coûts, améliorer les performances et permettre le déploiement généralisé.
Là, on a 19 sites en opération. Il faudrait avoir plusieurs milliers d'ici à 2050, parce qu'il y a un saut d'échelle considérable à effectuer, entre 20 millions de tonnes de CO2 par an en 2019 à 5 milliards de tonnes de CO2 par an à capter et stocker, comme le dit l'Agence internationale de l'énergie, au moins ça si on veut atteindre les objectifs de neutralité carbone. Au niveau de l'estimation des coûts, on a un graphique qui nous montre en fonction du temps, les prévisions jusqu'à 2050, le coût de la tonne de CO2 évité pour différents types d'industries. La production d'électricité à partir de gaz, production d'acier, la production de ciment, les raffineries, et puis les centrales thermiques à charbon. Donc vous voyez que les coûts de l'ensemble de la chaîne sont de l'ordre entre 40 et puis même 120 euros par tonne de CO2 évité, sachant que ce sont des moyennes et que si on voit donc le déploiement de ces technologies ne sera possible que, par exemple, quand le prix du quota d'émission de CO2 sur le marché européen sera suffisant. Ou si, comme en Norvège, pourquoi ça se fait en Norvège? Parce que depuis longtemps, il y a une taxe sur le CO2 émis offshore. Pourquoi ça se fait dans d'autres pays? C'est parce que souvent, c'est associé à la récupération assistée de pétrole quand le CO2 est injecté dans des réservoirs pétroliers sur le déclin. Ou alors, c'est parce qu'il y a des grandes subventions des gouvernements. Notamment, il y a un crédit d'impôt qui a été instauré aux États-Unis et qui, du coup, encourage la mise en œuvre d'autres projets. Alors, les projets de recherche européens, la France est très active en fait sur le sujet, déjà depuis plus de 25 ans. À la fois les industriels, les organismes de recherche, etc. Et en ce moment, la France coordonne 4 projets de recherche financés par la Commission européenne. Il y en a un qui est dédié au stockage de CO2 onshore en Europe. On peut stocker offshore sous la mer du Nord, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi onshore sur le continent en Europe? Il y a un projet où un pilote de captage de CO2 va être testé en Chine. Un autre projet où il va y avoir un pilote de captage de CO2 qui va être installé très prochainement sur l'aciérie d'ArcelorMittal à Dunkerque, avec à terme le CO2 capté pourrait être, par exemple, stocké sous la mer du Nord à l'avenir. Et puis, il y a aussi le projet Stratégie CCUS qui veut s'intéresser à ce qu'on peut faire en dehors de la mer du Nord, sur d'autres régions industrielles qui sont au sud et à l'est de l'Europe. Et avec l'idée de voir d'abord qu'est-ce qu'on peut faire localement, quels schémas locaux de captage, de transport, d'utilisation du CO2, de valorisation du CO2, on peut élaborer. Alors vous voyez que, par exemple, en France, on va se concentrer sur la vallée du Rhône, de Fos, Berre, Marseille jusqu'à Lyon, et puis sur le grand bassin parisien qui va de Dunkerque, Le Havre, Paris et Orléans, tout ça. Après, il y a d'autres régions dans les autres pays d'Europe du Sud et du Sud. Et par ailleurs, je voulais aussi mentionner 2 projets de recherche en cours qui sont cofinancés par la région Centre-Val de Loire. Alors, ce sont des projets qui, en fait, correspondent à 2 concepts différents, mais tout ça pour vous montrer qu'on peut adapter les solutions à chaque territoire. Et c'est ça qu'il faut construire avec les acteurs territoriaux, les meilleures solutions pour répondre à leurs problématiques, tout en prenant compte des caractéristiques locales. Alors, par exemple, on a un projet qui vient de démarrer où on va évaluer la faisabilité de capter le CO2 sur une centrale à biomasse et une sucrerie, production de sucre à côté d'Orléans, utiliser ce CO2 pour les serres, parce que ça booste la photosynthèse et la croissance des plantes, et il y a une forte demande des serristes pour utiliser plus de CO2, et tout le surplus qu'on ne pourra pas utiliser,
voir où on pourrait le stocker à proximité. Parce que plus c'est près, moins aussi ça coûte cher, plutôt que d'envoyer en mer du Nord. Voilà. Donc c'est une option, ça, de bio-CCS, énergie négative, puisqu'on va retirer du CO2 dans l'atmosphère, puisque le CO2 émis là n'est pas du CO2 fossile. Et puis on a une autre approche différente aussi que le Bergem développe, c'est de combiner le stockage de CO2 à la récupération de chaleur géothermique, qui est une énergie renouvelable. Donc l'idée là, c'est à travers un forage qui extrait de l'eau chaude des profondeurs, qui pour alimenter un réseau de chaleur ou une industrie en chaleur, et dans le puits réinjecteur de l'eau froide qu'on renvoie dans le réservoir, eh bien, dissoudre du CO2 pour le stocker, cette fois sous forme dissoute et non pas dense, dans cette formation. Alors, c'est limité, la capacité est limitée par la solubilité du CO2 dans l'eau. C'est pour ça que c'est une solution qui est adaptée uniquement aux petits émetteurs de CO2, mais qui peut être très intéressant pour des émetteurs qui sont isolés et petits. Quel est le potentiel de développement du stockage géologique du CO2 en France? En fait, on a 3 options et il faudra faire des choix. Alors, en vert, vous avez les principaux émetteurs de CO2, les points. Vous avez les courbes là, au niveau du bassin aquitain, bassin du sud-est et bassin parisien. Ce sont les couches sédimentaires géologiques profondes où on peut trouver des possibilités pour stocker le CO2. Donc partout où il n'y a pas de montagne, en fait, il peut y avoir des possibilités. Dans le bassin du sud-est, c'est là qu'on a découvert des gisements naturels de CO2. Donc on sait qu'on peut trouver aussi des possibilités pour le stocker. Dans le bassin parisien, on a déjà fait des calculs dynamiques pour estimer combien de CO2 on pourrait stocker dans certaines des structures. Dans le bassin aquitain, Total avait fait, il y a quelques années, un pilote intégré de captage-stockage de CO2, où il avait stocké 50 000 tonnes de CO2 dans un gisement de gaz épuisé très très profond. Donc, en conclusion, je voudrais dire que le captage et stockage de CO2 est un puits de carbone prometteur qui doit être mis en œuvre en parallèle avec toutes les démarches de réduction des émissions de CO2. Les freins pour le déploiement sont essentiellement économiques et sociétaux, parce qu'au niveau technique, on a quand même bien avancé, mais la recherche et l'innovation est toujours nécessaire, il faut même l'accélérer pour justement réduire les coûts, améliorer les performances et imaginer des procédés de rupture. Et c'est d'ailleurs au niveau international la mission innovation qui a été lancée à la COP21 pour accélérer la R&D pour les énergies propres a inclus parmi le captage, stockage et valorisation du CO2, c'est l'un de ces 8 défis, grands défis, et la France en est membre. Au niveau européen, le plan technologique sur l'énergie, sur la stratégie énergétique, inclut aussi le captage, stockage et utilisation du CO2 comme une des 10 actions clés. Et la France aussi soutient ce plan. Et d'ailleurs, au niveau du projet de stratégie nationale bas carbone, il est bien indiqué qu'il faut engager dès aujourd'hui le développement et l'adoption de technologies de rupture, dont le soutien d'unités pilotes éventuellement commerciales de captage, stockage et utilisation de CO2. Et je pense qu'il est notamment très important, si on veut voir si on peut arriver à faire du stockage de CO2 en métropole, il faut en passer par réaliser un pilote en aquifère salin profond. Et je voulais aussi montrer toutes les synergies possibles avec les énergies renouvelables. J'ai parlé quand c'est combiné avec la biomasse ou avec la géothermie. Il y a aussi le stockage d'énergie parce que ça ouvre la voie à ce qu'on appelle le power to gas, la méthanation, faisant réagir le CO2 et l'hydrogène pour produire, par exemple, du méthane de synthèse. Et puis, il y a aussi des synergies avec la production d'hydrogène décarboné. Il y a des grands projets, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, pour produire massivement de l'hydrogène à partir de gaz naturel, avec stockage de CO2 dans la mer du Nord, et tout ça pour décarboner après tous les usages qui sont faits ultérieurement avec l'hydrogène pour produire de la chaleur, voire de l'électricité, ou pour les transports. Voilà. Alors,
Comme je le disais précédemment, chaque schéma de captage, stockage, valorisation de CO2 va devoir être conçu et adapté pour chaque territoire et en concertation avec les acteurs de ces territoires. Et ça va passer maintenant que cette technologie est vraiment inscrite au niveau de la SNBC nationale. Il faut aussi que les régions, les plans climat-énergie territoriaux considèrent aussi cette technologie et fassent des efforts, participent aux efforts de recherche et d'innovation qui sont nécessaires pour permettre le déploiement généralisé de cette technologie. Et je voudrais dire, pour finir, que le Club CO2 en France rassemble beaucoup d'industriels et d'organismes de recherche qui travaillent pour ce développement de ces technologies ou qui souhaitent la mettre en place pour réduire leurs émissions de CO2, par exemple comme Lafarge-Holcim ou ArcelorMittal. Et les savoir-faire sont là pour une mise en place sur le territoire, mais aussi pour les marchés à l'export, pour aider notamment à réduire l'empreinte carbone de la France. Voilà. Merci infiniment, Madame Chernyshevski.